Ok. Bonjour à tous, donc nous on va vous faire un talk sur le chiffrement symétrique. Donc on va déjà se présenter rapidement. Donc moi c'est Mickaël Roger, je travaille chez Thales, je suis Cloud Tech Lead. Et donc moi, je m'appelle Laurent Grangeau, je suis Solutions Architect aujourd'hui chez Google depuis un peu plus d'un an et demi. Et je donne beaucoup de conférences autour de Kubernetes, la sécurité aussi de temps en temps, Puis du coup du chiffrement quoi. et le chiffrement aussi. Alors petit disclaimer, on n'est pas du tout des, on n'est pas du tout des cryptologues, on n'y connaît pas grand chose. On va essayer juste de vous vulgariser ce que c'est que le chiffrement symétrique, parce qu'on pense qu'il y a beaucoup de confusion. Et des manières dont est venue l'idée de ce talk, c'est qu'on a eu pas mal d'échanges de gens qui faisaient beaucoup de confusion sur ce que c'était les clés de chiffrement, les hashes. Enfin, tout ça, c'était un petit peu confus pour beaucoup d'entre vous. Donc là, l'idée, c'est un petit peu de vous faire un peu l'état de l'art et de reposer un peu les choses et de voir ce que c'est que le chiffrement symétrique. Et promis, on ne vous parlera pas de mathématiques avec des équations Non, il compliquées. n'y aura pas de maths. Donc du coup, en termes de planning, on va faire quelques rappels. Terminologie, les usages, les principes. Un petit focus sur l'état de l'art. Donc les principaux ciphers dont AES. Pourquoi on doit chiffrer, la hiérarchie des clés, tout ce qui est important en chiffrement comme les aléas. Donc là, c'est l'idée d'essayer de couvrir un peu tout l'état de l'art. Et dans la deuxième partie, on parlera du coup le chiffrement est dans le cloud, ce que ça veut dire dans le cloud et les différentes offres de services qui existent dans le cloud. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'utilisateur, les différentes typologies de chiffrement que vous pouvez retrouver chez les cloud providers. Alors déjà, terminologie. Alors du coup, moi, je vois absolument rien sur l'écran, c'est pas pratique. Chiffrer, déchiffrer. En gros, chiffrer, déchiffrer. J'ai pris la définition de Wikipédia, c'est plus simple. C'est un procédé cryptographique grâce auquel on souhaite rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne qui ne possède pas la clé. Ça, c'est assez facile. Ce qui est important, c'est les termes qui sont en dessous, parce que c'est ce qui va être utilisé dans la présentation. C'est de les retenir. Donc, Cypher, en gros, c'est un algorithme de chiffrement qui a au moins deux fonctions, chiffrer et déchiffrer. Le plaintext, c'est votre message en clair, votre objet non chiffré. Bonjour Devox. Et le ciphertext, c'est ce qu'on appelle communément le message chiffré ou le même message chiffré. Point important, en tous les cas dans cette conférence, on dit chiffré, on ne dit pas crypté ou je ne sais quoi, ça n'existe pas. Enfin, ça veut dire complètement autre chose, on dit bien chiffré. Alors petit rappel, donc en termes de chiffrement, il y a plein de typologies de chiffrement. Donc les plus connus, c'est le chiffrement symétrique, c'est ce dont on va vous parler. C'est majoritairement utilisé pour chiffrer des données, dans différents usages, mais c'est ce qui est utilisé pour chiffrer des données. On a le chiffrement asymétrique, principalement utilisé pour chiffrer des données indirectement, mais surtout de la confidentialité et de l'authentification. Et le hash, ça ne chiffre pas du tout. Donc tous les MD5, SHA, quelque chose, pas du tout chiffré, c'est uniquement pour valider l'intégrité de la donnée. Ça ne sert pas à chiffrer quoi que ce soit, puisque c'est non réversible. Et on a d'autres trucs qui sont assez cool, dont on ne vous parlera pas là, mais qui sont sur des use cases assez particuliers. On a le format de preserving encryption. Vous donnez un message en clair, et en fait, ça va vous donner quelque chose qui respecte le format. Donc, par exemple, vous lui donnez un code postal. En sortie, vous aurez un autre code postal. Ça sera chiffré, mais le format sera préservé. C'est utile aussi pour certains trucs, du style, vous lui donnez un numéro de carte bancaire, il va vous le chiffrer en vous sortant un autre numéro de carte bancaire. Bon, ça a des use cases particuliers, mais on n'en parlera pas du tout. On a la searchable encryption. Donc là, c'est en gros avec le message chiffré, on peut faire des recherches dans des chiffrés. Et on a l'homomorphic encryption. Je pense que certains en ont déjà entendu parler. On peut directement effectuer des calculs sur un message chiffré. De tout ça, nous, on va juste se concentrer pour vous parler vraiment que du chiffrement symétrique, parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup à dire. Donc déjà, petit rappel, le chiffrement symétrique, il est partout, mais absolument partout. Donc quand vous chiffrez vos données at rest, donc sur vos disques, sur vos fichiers, etc., c'est du chiffrement symétrique. Quand vous chiffrez sur les communications réseau, du VPN, de tout ce que vous voulez, c'est du chiffrement symétrique. Et même quand vous allez sur HTTPS, vous pensez que c'est de la symétrique. En fait, c'est du symétrique. C'est juste la symétrique qui permet d'échanger la clé entre les deux. Mais après, à la fin, les données, vous les chiffrez de manière symétrique. Et ça, je vous ai pris un petit... ça, vous devez le voir, hein, si vous faites un peu... quand vous déclarez, par exemple, dans Nginx, ce que vous voulez autoriser sur la partie HTTPS ou quelque chose comme ça, vous avez cette chaîne de caractères. Alors, cette chaîne de caractères, elle est simple, elle dit TLS. Bon, ça, c'est Diffie-Hellman, etc. Donc ça, on ne va pas trop s'en associer, mais vous voyez, à l'intérieur, vous avez un petit truc, un petit machin comme ça. Ça, c'est l'algorithme de chiffrement symétrique qui sera utilisé pour chiffrer vos données. Et donc là, en l'occurrence, c'est de la ES 256.
avec du CBC, mais ça on va voir après. On a un troisième truc qui est moins connu, qui est pas mal aussi, c'est le chiffrement in-use. Donc vos données, elles ont 3 états. Elles sont at rest, stockées sur un équipement de stockage, in transit, sont quelque part dans un câble réseau en train de naviguer, ou elles sont in use. In use, elles sont en mémoire RAM, elles sont en train d'être utilisées. Et donc, on a aussi du chiffrement, c'est beaucoup moins connu, c'est plus récent, du chiffrement sur les données in use. Et donc, on peut tout à fait avoir des données en RAM qui sont chiffrées et qui sont déchiffrées à l'intérieur du processeur au moment où elles sont processées, mais l'intégralité de votre mémoire RAM est chiffrée, ce qu'on appelle du confidential compute. Alors, ça va un peu plus loin que ça, mais c'est notamment un des préceptes du confidential compute. Et vous pouvez le revoir avec des trigrammes ou des... chez AMD, ça s'appelle SEV. Chez Intel, ça a su appelé SGX, ça a été évolué, ça s'est appelé TDX. Et chez ARM, c'est TE. Il faut juste retenir, c'est que le chiffrement symétrique, il est absolument partout. Vous allez comprendre pourquoi. Mais que même quand vous pensez faire du chiffrement asymétrique, in fine, vos données, elles sont chiffrées en symétrique. Alors pourquoi? On va faire un peu de théorie, mais promis, il n'y a pas de maths. Le premier truc, c'est que le principe de base du chiffrement symétrique, c'est de se baser sur le XOR, le XOR. Donc ça, c'est très simple, et ça a plein d'avantages. Premier point, c'est que c'est réversible. Alors je vous ai mis toutes les combinaisons entre deux, et vous voyez que c'est exactement réversible, parce que si je fais 0 XOR 0, j'ai 0. XOR 1, j'ai 1. 1 XOR 0, j'ai 1. 1 XOR 1, j'ai 0. Maintenant, vous prenez exactement ça. Donc imaginez que ça c'est la première colonne, ça soit votre message en clair, la deuxième, votre clé, la troisième, votre chiffré. Et bien, regardez, vous déplacez juste, si vous avez juste la clé et le message chiffré, 0 XOR 0, ça fait 0. 1 XOR 1, ça fait 0. 1 XOR 0, ça fait 1. Et 0 XOR 1, ça fait 1. C'est réversible. Et l'autre avantage, c'est que c'est l'instruction CPU la plus performante à être exécutée. Pour ceux qui font du développement bas niveau, par exemple, si vous voulez effacer de la mémoire quelque chose, ce que conseille Intel, c'est de faire un XOR de la variable sur elle-même, plus que de chercher à la réécrire à 0. Donc c'est vraiment l'instruction la plus performante. Et en plus de ça, elle donne les préceptes que nous, on a besoin pour faire du chiffrement symétrique. Donc du coup, je vous ai donné un petit exemple pour vous rappeler le principe. Théoriquement, c'est très simple. Donc je prends un message. Donc là, j'ai pris une lettre A. Donc en ASCII, c'est 65, et ça fait 65 en ASCII. Je prends une clé, K. Donc en ASCII, c'est 107. C'est ça en ASCII. En binaire, pardon. Et du coup, si je fais A XOR de K, bah, j'obtiens l'ASCII 42, donc qui donne ça en binaire. Et ça, c'est le caractère étoile. Et maintenant, si je fais exactement l'inverse, si je prends étoile, donc cet ASCII-là en binaire, XOR, c'est la clé K, je retombe sur A. Ben voilà, vous avez compris le chiffrement symétrique. C'est comme ça, mais vous allez voir que c'est un peu plus compliqué dans la vraie vie. Alors en fait, il existe un chiffrement qu'on considère comme le chiffrement parfait. Et ce chiffrement, eh ben, vous prenez un texte, un message, un objet quelconque, vous faites un XOR sur une clé, et vous avez un résultat, et ça c'est considéré comme le chiffrement parfait. Mais pour qu'il soit considéré comme parfait, il faut quand même que la clé ait quelques caractéristiques. La première des caractéristiques, c'est qu'il faut qu'elle soit générée aléatoirement. Forcément, si votre clé c'est que des 1 ou que des 0, bon, c'est un petit peu facile à retrouver, donc il faut qu'il y ait qu'elle soit vraiment générée aléatoirement. Mais ça, à la limite, on sait faire. Les deux suivants, on sait moins faire. C'est-à-dire à usage unique, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez chiffrer un truc, plus jamais vous réutilisez cette clé-là. Là, c'est un peu chiant. Et alors le pire de pire, c'est qu'il faut qu'elle soit au moins de la même taille que la taille du message que vous avez à chiffrer. Donc si vous voulez chiffrer un truc de 2 gigas, il faut que vous ayez une clé de 2 gigas, à usage unique, générée aléatoirement. Bon, ça c'est la théorie. Du coup, dans la vraie vie, on ne peut pas faire ça, quoi. Et c'est là que du coup, on doit faire des concessions. Et c'est là que vont rentrer du coup les algorithmes que tout le monde connaît ou tout le monde a déjà entendu parler. Et donc c'est là maintenant qu'on va parler des principaux ciphers. Donc, les principaux ciphers qu'il y a sur le marché, alors, il y en a deux types. Il y a bloc et le stream. C'est pour deux cas d'usage différents. Le bloc, en général, c'est pour des fichiers ou des messages de taille que vous puissiez connaître, puisque du coup, vous séparez en bloc votre message en petits blocs, vous le chiffrez, et vous passez au bloc suivant, et ainsi de suite. Le stream, c'est plutôt utilisé dans des communications réseau. Par exemple, vous faites une visioconférence qui est chiffrée ou n'importe, il n'y a pas de bloc, quoi. C'est bit à bit, et donc c'est des voilà, ils sont sur les mêmes grands principes, mais c'est des implémentations différentes.
Alors, le plus connu de tous, c'est AES. AES avec des clés 128, 192, 256. La taille de bloc que ça chiffre, ça les découpe en petits morceaux de 128 bits pour chiffrer ces petits bouts de 128 bits un par un. C'est The King. Il est partout. C'est en gros, je sais même pas. Enfin, voilà, c'est vraiment le standard absolu. Vous avez Blowfish, il est barré, il ne faut plus l'utiliser, c'est pété. Ça fait des tailles de blocs de 64 bits. C'est encore utilisé dans des vieilles applications, mais maintenant tout le monde utilise AES. Normalement, vous ne devriez plus l'avoir. En tous les cas, il ne faut plus l'utiliser, quoi, c'est le truc. Alors, triple DES, c'est intéressant. Parce que DES, c'était le premier protocole de chiffrement, c'est très très vieux. Et comme c'était pété, les mecs ils se sont dit, bah, c'est bien, on va le faire 3 fois, comme ça sera plus dur à péter. Bon, du coup, c'est pété aussi. En plus, Cocorico, c'est les Français qui l'ont pété. Du coup, il ne faut pas l'utiliser. Ce qui va tous vous rassurer, c'est que malheureusement, vos transactions bancaires de carte bleue, elles utilisent ça encore, mais bon. Continuez comme à utiliser vos cartes bleues, parce qu'il n'y a pas trop d'alternatives pour le moment, mais voilà, faut le savoir, c'est pas cool, mais c'est pété. Et j'ai oublié de dire, ouais, AES, ça c'était issu du NIST, c'était un concours du NIST, et je ne sais pas comment on dit Cocorico en belge, mais c'est les Belges qui ont gagné, et donc c'était Rensdael au début, et c'est devenu AES en nom. Mais voilà, donc ça c'est belge, ça a été pété par des Français, donc je pense que les Européens n'est pas trop mauvais dans la crypto. Donc ça c'est pour les cryptos type bloc, et ensuite vous avez les cryptos de type, les ciphers de type stream. RC4, donc c'est pété, c'était utilisé pour le Wi-Fi, normalement maintenant il ne devrait plus y en avoir. Vous avez les deux derniers, qui sont le plus connus, il y a Salsa20, donc principalement utilisé en IoT, et Chacha20, alors celui-là est très utilisé, donc c'est une évolution de, on va dire ça comme ça, une évolution de Salsa20. C'est très utilisé. Si vous faites du WireGuard, c'est ça que vous utilisez. Signal, WhatsApp, etc. C'est comme ça qu'ils chiffrent. Alors AES. Bon là, honnêtement, je vais vous dire ce qu'on voulait vous faire. On voulait vous faire des slides avec des petits blocs avec marqué Bonjour Devox, et puis avec des petits carrés couleurs, et puis vous voyez tout comment ça va chiffrer au fur et à mesure des étapes. La conf, elle aurait duré 3 heures. Donc on a laissé tomber. Et donc du coup, en fait, il y a un truc qui est super connu et qui est extrêmement lisible. Tout est expliqué avec des petits dessins, des petits bonhommes comme ça, qui vous expliquent étape par étape comment je chiffre en AES. Et vous le retrouvez sur l'URL qui est ici. Et ça, c'est la synthèse exactement de l'implémentation d'AES. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'AES, c'est plusieurs rondes et c'est de la substitution et à la fin du XOR. En gros, on déplace les choses dans un certain ordre, on les redécale, on les redéplace et on fait un XOR. Grosse maille, c'est ça que ça fait. Mais franchement, si vous avez 1 heure de lecture, vous allez lire ça et à la fin, vous avez tout compris comment ça marche. Mais le faire par étapes en slide, ça prenait 1 heure et demie et ça ne tenait pas dans le truc. Par contre, je vais me concentrer sur un deuxième truc qu'on ne parle pas souvent. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait marqué AES underscore 256 underscore quelque chose, qui était peut-être CBC, qui était écrit d'ailleurs, je ne sais plus ce qui était écrit. Et ça, c'est le mode opératoire. Et ça, souvent, on n'en parle pas. Et donc, moi, je vais faire un petit focus là-dessus pour vous essayer de bien comprendre les différences et pourquoi ça, c'est important. Tout à l'heure, je vous ai dit, on a le chiffrement parfait. Donc, si on avait une clé qui faisait la même taille que le message qu'on a chiffré, qu'on l'utilise qu'une fois, on n'a pas de problème. C'est le chiffrement parfait. Sauf que là, on va faire des concessions. Et pour faire des concessions, en gros, c'est ça. Ça, c'est une grosse partie des concessions. Quand vous regardez, alors ça s'applique à l'AES, mais ça ne s'applique pas qu'à l'AES, ça. Mais je vais le prendre en exemple sur l'AES. Vous verrez qu'il y a toujours écrit ces petits acronymes-là. ECB, CBC, GCM, CFB, OFB, CTR. Ces machins-là, c'est la manière dont on va chiffrer vos messages. Et je vous ai barré ECB parce que ça, c'est pété. Et vous allez comprendre après pourquoi. Je vais en prendre 2 en exemple pour que vous compreniez. Si vous avez une clé de 256 bits, en mode ECB, chaque bloc de votre objet, il est chiffré de manière indépendante avec cette même clé. Donc on se doute bien, moi j'appelle Michael, admettons que ça fasse la taille d'un bloc, je chiffre Michael une fois, je vais avoir un chiffré qui va être ABCD, je rechiffre beaucoup plus loin dans mon bloc Michael, j'ai re-ABCD. Doutez bien que du coup en utilisant ce chiffrement, on peut faire de la prédiction, en envoyant des messages, on peut faire de la prédiction de quel est l'objet qui a été envoyé, quel objet qui a été enregistré, potentiellement quel pourrait être le type de données. Donc ça, il ne faut pas l'utiliser. Voilà, ça existe, mais ECB banni. Ici, c'est les plus connus.
Alors ça, c'est un petit abus de langage celui-là, mais je vais en parler après. On a CBC. Donc là, c'est plus cool, parce que c'est-à-dire que je prends toujours Michael, je prends ma clé, je la chiffre, ça fait ABC. Je prends la sortie de ça, et c'est ça qui me fait aussi l'entrée avec ma clé pour pouvoir rechiffrer le bloc suivant, et ainsi de suite. Donc là, du coup, j'ai plus ce problème que j'ai cité auparavant. Par contre, j'en ai un autre, c'est que si je veux déchiffrer, je ne peux plus paralléliser. Là, je suis obligé de faire bloc par bloc. Et puis, alors, si je veux aller chercher le 200 millième bloc, je suis obligé de me taper du premier jusqu'au 200 millième. Donc ça marche bien, mais alors c'est lent. C'est lent et non parallélisable. Et il y a celui-là. Alors GCM, en fait, c'est le counter, c'est le CTR, le type counter. C'est un peu un mix des deux. En gros, ce que ça fait, c'est que chaque bloc, ça va générer il y a un algorithme qui régénère ce qu'on appelle un compteur, et donc avec un... Je vais vous le montrer après, parce que l'expliquer à l'oral, c'est un petit peu chiant. Mais en gros, ça génère un stream de clés, et chaque bloc, on peut le redéchiffrer individuellement, donc c'est totalement parallélisable. Et en plus de ça, contrairement au counter mode, le CGM, lui, il fournit l'intégrité du message. S'il y a un vilain qui vous change quelques bits dedans, bah, vous vous en rendez compte parce que vous ne pouvez pas les chiffrer. Alors que sinon, dans les autres, bah, c'est juste que vous avez un machin qui n'est pas votre objet initial, et puis bah, vous n'en savez rien. Et donc là, c'était pour vous illustrer les deux propos. Donc j'ai mon premier bloc, mon deuxième bloc, mon troisième bloc, etc. Mode ECB, donc il ne faut pas utiliser, qui est tout pété. Je prends ma clé, j'ai C1. Je prends ma clé, j'ai C2, etc., etc. Donc vous doutez bien que si ici, moi je m'amuse M1 à mettre le même message que ici, bah à la fin, ici, j'ai les deux mêmes éléments. Et donc du coup, on peut jouer sur la prédictibilité, l'analyse, etc. Alors qu'avec le mode CBC, que je vous ai mis, ça je ne vais pas en parler, c'est un initialization vector, c'est pour ne pas démarrer de zéro. Mais en gros, on a le message, on a la clé, ça donne C1, je prends ma sortie, que je réinjecte avec le message, et ainsi de suite. Et donc là, vous comprenez qu'on est obligé de faire, pour déchiffrer le message T, on est obligé de passer par M1, M2, M3, M4, jusqu'à message T. Et donc, du coup, c'est lent. Pourquoi chiffrer ces données? Donc là, on a parlé un peu de chiffrement de données. Je ne sais pas comment on est en temps. On est en avance, en retard? Non, on est bien. Tu peux on est bien, continuer. ok. Un peu accéléré. Oui. Du coup, pourquoi chiffrer ces données? Alors déjà, la première raison, c'est pour sécuriser ces données contre le vol physique, contre le vol logique. Alors le vol logique, c'est, vous pouvez imaginer, je suis administrateur d'une baie de stockage. Si tout le monde fout ses données en clair dessus, j'accède aux données de tout le monde. Si tout le monde a chiffré ses données, à partir du moment où je suis juste administrateur de la baie de stockage et pas du KMS qui gère les clés, j'accède à des bouts de binaire que je ne sais quoi faire. Lors d'un transfert, ça arrive. Je ne vais pas vous refaire l'histoire récente. Je pense qu'il y a eu... Beaucoup d'entre vous ont dû entendre parler d'une histoire il y a à peu près 1 an. Alors ça a été connu, très connu, parce que ça a touché un cloud provider et ça a été, détecté par un YouTuber célèbre. En fait, le YouTuber célèbre est arrivé, il allait sur le bon coin, il a acheté plein de disques durs, puis il les a lus, et puis pof, il y en a un, c'était un disque dur d'un cloud provider, toutes les données des clients en clair, end of game. Ce que je veux juste vous dire par là, c'est que dans le milieu de la crypto, on sait que ça se produit très souvent en fait. Sauf que là, on en a une démonstration grand public parce que ce n'est pas des choses qui se savent en général ou qui vont sur la place publique. Là, il y a une démonstration publique qui a été faite. Et chiffrez vos données quoi, parce que vous ne pouvez pas vous protéger autrement. Et ça arrive. Ça arrive tout le temps, très souvent, etc. C'est aussi pour être compliant. Alors le RGPD, il n'impose pas le chiffrement, mais par contre, c'est considéré comme une technique valable pour sécuriser les données. Et ça, c'est obligatoire. Et il y a aussi une autre subtilité dans le RGPD, c'est que si, par exemple, vous subissez un leak, on vous vole vos données, si elles étaient correctement chiffrées et que dans le leak, il n'y a pas les clés de déchiffrement, banco, vous n'êtes même pas obligé de déclarer le leak. Donc, du coup, c'est intéressant pour vous. Et c'est aussi intéressant pour ses propriétés, ça on va voir après. Ça permet des restrictions d'accès. Vous pouvez mettre des données, et puis en plus des restrictions d'accès, si on n'a pas les clés, on ne peut pas les lire. Et surtout de faire ce qu'on appelle la crypto deletion. Alors je lui ai mis crypto effacement en français, je ne sais pas si c'est très français, mais en tous les cas, imaginons que moi je sois fournisseur de quelque chose, j'ai plein de clients. Puis un jour j'ai un de mes clients, il me dit bonjour Mickaël, je m'en vais, efface toutes mes données. Alors soit je vais dans toutes mes bases de données, chercher les fichiers un par un, tous ces fichiers, tous ces machins, je vais faire rm-rf, je m'assure que mes backups, j'ai tous ces fichiers qui sont là, ou alors ce que je fais, c'est que je prends sa clé de chiffrement. On va voir, ça s'appelle une cake, mais on va le voir un peu plus tard. Je
prends sa clé, je l'efface, et une fois que j'ai effacé sa clé, de toute façon, j'ai même plus besoin d'aller m'enquiquiner effacer les données, puisque les données ne seront pas relisibles. Et ça, c'est valable. Ce qu'on appelle de la crypto deletion. J'espère que je ne vous ai pas trop vendu du rêve. C'est pour ça que j'ai marqué ça. Attention, le chiffrement, c'est important et indispensable, mais ça n'est pas la silver bullet de la Sécu. Si c'est pour chiffrer vos données et exposer sur Windows, un Windows 2008 sur Internet tout pété avec le mot de passe admin, ça sert absolument à rien. C'est un élément important, mais c'est vraiment un élément. Donc, on remet une couche. C'est indispensable de chiffrer ces données. On-prem ou chez un cloud provider, les données doivent être chiffrées. En fait, il n'y a pas d'autre alternative. Là, j'ai donné quelques exemples. Que va-t-il se passer, par exemple, si vos serveurs sont affectés à un autre client, à un autre projet? Bah, vous êtes chez un fournisseur, que ce soit un infogéreur, un cloud provider ou n'importe. Vous désouscrivez un serveur, il est affecté à quelqu'un d'autre, vous êtes sûr que les données sont bien effacées? Peut-être, peut-être pas. Êtes-vous sûr que jamais un équipement de stockage quittera le data center? Qu'est-ce qui se passe en cas de maintenance, de décommissionnement, des backups externalisés? J'avais discuté avec quelqu'un une fois et puis il m'avait sorti « Ouais, mais moi j'ai des caméras, j'ai des machins, personne ne sort un disque dur de mon data center sans moi. » J'ai dit « Mais attends, un truc tout bête, t'effaces tes disques avant qu'ils sortent, mais imagine que la carte électronique de ton disque, elle crame. Tu l'effaces comment? Donc, tu as HP ou Dell qui viennent et puis ils prennent ton truc, ils partent. Sauf que tes données sont toujours sur le disque, c'est parce que la carte électronique, elle a cramé que ça fait quelque chose, quoi. Donc, c'est la seule solution. Ça, c'est la seule solution de se protéger, c'est chiffrer ses données. Et chiffrer bien. Et les autres contre-arguments qu'on entend souvent, c'est compliqué. Le chiffrement symétrique, ça coûte absolument rien. Ça coûte 2 à 3% d'overhead maximum. C'est implémenté en hardware dans les CPU depuis 2008. Donc, à moins que vous ayez des vieux Tagazu des années 2000, où là, je veux bien, mais depuis 2008, tout le monde a ça. Donc, je veux dire, tout le monde a ses jeux d'instruction dans ses CPU. C'est fait niveau hardware, ça coûte que dalle. Donc, chiffrer, c'est bien chiffrer, c'est mieux. Et donc, on va se focaliser sur trois aspects. Donc, il y en a que je ne vais pas développer, c'est le tout premier. Le chiffrement, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Si vos données sont chiffrées, voilà, mais que par exemple, vous stockez votre clé de chiffrement sur un fichier Excel, sur un NFS que tout le monde peut accéder, bon, ça ou rien, c'est pareil. Hein. Mais surtout, quand on chiffre bien ces données, on a tout un sujet de gestion des clés de chiffrement et de principe de hiérarchie des clés. Donc ça, c'est ce qu'on va développer après, parce que c'est souvent là-dessus qu'il y a des confusions. Et un autre aspect qui est très important, c'est la génération d'aléas. Je l'ai dit tout à l'heure, le chiffrement parfait, il faut que la clé soit générée de manière aléatoire. L'aléa en crypto, c'est un élément extrêmement important et ce n'est pas un élément simple. Donc, principe de hiérarchie. Je vais juste boire un coup d'eau. La problématique. Vous voulez chiffrer vos données, vous ne savez pas comment ça se fait bien, donc vous n'avez pas encore vu les slides suivants de cette présentation, qui vous présentent la hiérarchie des clés. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Bon, vous faites une seule clé de chiffrement, et puis vous chiffrez vos données. Alors, le problème, c'est que si vous faites ça, votre clé, elle est connue de tous, parce que par définition, tout le monde va l'utiliser. Ensuite, si elle doit changer, alors j'espère pour vous, vous n'avez pas un gros volume de données, parce que si vous devez la changer, parce qu'elle a leaké ou j'en sais rien, si vous avez 12 pétas de données, vous déchiffrez 12 pétas, puis vous rechiffrez avec la nouvelle 12 pétas de données, quoi. Ça va prendre un peu de temps. Et ensuite, elle doit être stockée en clair, accessible de tous, puisque par définition, tout le monde utilise la même clé. Donc ça, on ne fait pas. C'est pas comme ça que ça se fait. Donc à l'étape d'après, on peut se dire, OK, pour résoudre ces problèmes, ce que je vais faire, c'est que je vais donner plusieurs clés de chiffrement pour mes données. Alors ça, c'est mieux. Donc ça, c'est cool, parce qu'on peut dire, tiens, j'ai une clé de chiffrement par serveur, par périmètre applicatif, par client, par ce que vous voulez, à la limite. Bon, le problème, c'est qu'à un moment donné, ces clés, il faut quand même qu'elles soient accessibles, donc il faut les stocker quelque part et elles vont être stockées en clair. Ensuite, c'est difficile à scaler, parce que bon, c'est rigolo si on a 10 serveurs. Si on commence à en avoir 1 million de serveurs, la gestion, ça va être un peu compliqué. Et puis, du coup, le service de stockage et de génération des clés, ça devient un SPOF. Et puis, la gestion, c'est complexe, parce que si vous dites, je ne sais pas, moi, admettons, je vais chiffrer 1 par client, si vous avez un service qui a du succès, vous avez 1 million de clients, vous allez avoir 1 million de clés qui vont être stockées au même endroit. Très compliqué à gérer. Donc c'est pour ça qu'on en arrive à l'état de l'art de comment sont gérées les clés sur le principe de la hiérarchie de clés. Et donc il y a 3 niveaux de base, mais le niveau intermédiaire, on peut le dupliquer en plusieurs niveaux, autant de fois qu'on veut et autant de fois qu'on c'est important. Juste après, vous aurez un schéma qui va vous récapituler ça, mais en gros, ce qu'il faut retenir, on commence d'en bas.
vous avez une MEC qu'on appelle une Master Encryption Key. Et elle, alors je vais commencer par en haut, je pense que ce sera plus simple. Donc vous avez la DEC. La DEC, c'est la Data Encryption Key, c'est celle qui sert à chiffrer et déchiffrer pour de vrai vos données. Vous avez un fichier, le fichier Toto, il doit être chiffré. Il est chiffré avec une DEC. Et cette DEC, elle est stockée à côté du fichier Toto. Donc vous avez exactement dans le même fichier. Alors, si c'est un fichier, hein, si c'est un disque dur, c'est au niveau du disque dur, etc. Mais votre bloc chiffré, il a sa clé de chiffrement à côté. Mais bien sûr qu'on ne laisse pas la clé de chiffrement de base à côté des données chiffrées, parce que sinon, ça ne sert à rien, puisqu'on a les deux en même temps. Donc cette clé qui est à côté des données qui sont chiffrées, elle est elle-même chiffrée avec une autre clé qu'on appelle une KEK, qui est la Key Encryption Key. Donc en fait, elle est stockée elle-même chiffrée avec une autre clé, qui est la KEK, qui est la Key Encryption Key. Et celle-là, elle se trouve dans un équipement, qui peut être logiciel, qui peut être virtuel, qui peut être physique, qui s'appelle le KMS, le Key Management Service. Et cette clé, elle ne quitte non plus jamais le KMS. Donc ça, on va voir après les principes, comment elles font pour ne jamais quitter. Mais en gros, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle ne fait que chiffrer ou déchiffrer des DEC, qui sont les données qui chiffrent réellement les données. Et ensuite, pour protéger ces KEK, on a ce qu'on appelle une MEC, qui, elle, fait la même chose. En fait, la seule chose qu'elle a à faire, elle, c'est chiffrer ou déchiffrer les KEK. Donc, vos données sont chiffrées avec une DEC. Chacune, elle a une DEC différente. Ces DEC, elles sont chiffrées avec une ou plusieurs KEK, selon le périmètre que vous voulez. C'est une sorte d'arbre. Hein. Et toutes ces KEK, elles sont chiffrées avec une seule MEC. Donc, dans une grande organisation, une organisation quelconque, vous avez une seule MEC, des dizaines ou des centaines de KEK, et des milliers ou des millions de DEC. Et normalement, ça résout les problèmes que je vous ai donnés avant, notamment la scalabilité. Et pour les très gros cloud providers, par exemple, ça, c'est même découpé en 2 étages. En fait, ils font plusieurs étages de KEK pour répartir. Donc, on pourrait très bien imaginer un étage, une KEK qui chiffre une région, et dans cette région, une KEK par client, et ainsi de suite. Enfin, après, ça, c'est de l'organisation. Donc, en schéma, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez, ça, c'est les endroits où se trouvent vos clés. Vous en avez une qui chiffre plusieurs KEK, et chaque KEK chiffre elle-même plusieurs DEC, et chaque DEC ici chiffre une donnée. Tout à l'heure, le précepte que je vous disais qui était intéressant, c'est par exemple, il faut faire de la crypto-deletion. Imaginons que moi, je sois fournisseur, j'ai 3 clients, client 1, client 2, client 3, je me fâche avec client 3, je veux que tu effaces toutes mes données, j'efface la KEK de client 3, terminé, quoi. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous, même si c'était croisé, c'était des lignes dans des bases de données ou quoi que ce soit, je ne peux plus y accéder, puisque par définition, j'ai effacé la clé qui me permet de déchiffrer toutes les clés de chiffrement de ce client-là. S'il y a un truc où il faut s'accrocher, c'est celui-là, parce que celui-là, il va récapituler toute la chaîne. Donc là, c'était un peu dur ou pas, juste pour savoir jusqu'à quel niveau? Moyen? Alors, on va prendre le temps de bien l'expliquer, parce que celui-là, il va tout vous résumer. Vous comprenez ça, vous avez tout compris. J'ai ici un disque dur. On va prendre ça comme disque dur. Ce disque dur, il est chiffré avec une DEC. Donc c'est la clé qui chiffre les données de mon disque dur. Cette clé, elle est stockée sur ce même disque dur. Sauf que cette clé, elle n'est pas stockée en clair, cette clé de chiffrement. Elle est stockée, elle est chiffrée par une autre clé qu'on appelle KK. Cette KK, elle réside dans un KMS. Ailleurs. Quand je veux accéder à mes données, quand l'ordinateur veut accéder à ces données, ce qu'il fait, c'est qu'il démarre le disque dur, il dit « Ah, c'est un disque dur chiffré, je veux accéder aux données. » Donc, j'ai ma clé qui permet de me déchiffrer les données, je l'ai, elle est là, sauf qu'elle est chiffrée quelque chose. Et donc, il envoie cette clé chiffrée au KMS en lui disant « Unwrap ». Le KMS, il utilise la KEK qu'il a pour déchiffrer cette clé, cette DEC, et il lui renvoie sa clé de chiffrement en clair. Et donc lui, maintenant, il l'a, il peut travailler avec, il peut se la mettre en mémoire, continuer à travailler avec. Il ne fait pas ça à chaque donnée, hein, parce que sinon on ne s'en sort pas. Il la stocke en mémoire, une fois que qu'il l'a, il peut travailler avec. Et derrière, vous avez exactement le même principe pour la KEK. En fait, dans ma petite chaîne, unwrap-moi cette DEC avec la KEK A, mais lui, KK, il l'a chiffré avec la MEC. Et donc il fait exactement la même chose. En fait, le KMS va demander au HSM, déchiffre-moi KK,
tiens, voilà quelqu'un en clair. Et grâce à ça, il peut déchiffrer DEC et accéder aux données. Dites-moi si c'est pas clair, je refais une passe. Non, c'est bon, c'est à peu près bon ou... Ah ouais, là, si par exemple, je vais te donner un exemple, si tu fais du Linux, tu utilises du Lux, quand ton disque dur il va se monter, bah, c'est ton client, ça va être Lux par exemple, qui va aller chercher la cake. Si tu chiffres dans les bases de données, par exemple, tu utilises du chiffrement applicatif dans les bases de données, c'est ton logiciel en fait qui va dire ah, je supporte le chiffrement, j'ai une clé ici de chiffrement, je vais demander à unwrapper ma clé. C'est ton applicatif en fait, hein, ici, c'est pas un être humain. Hein. Enfin, on va garder les questions pour la fin, mais c'est juste pour savoir, est-ce que vous avez compris le... c'est pour savoir si je m'attarde, hein, moi c'est pour vous. Hein. Ok. Donc du coup, est-ce qu'on a résolu tous nos problèmes avec ça? Bon, je vous ai un peu spoilé en vous disant que oui, mais on va les prendre dans l'ordre. On a plusieurs clés de chiffrement. Maintenant, j'ai une clé qui leak. Alors, selon la clé dont on discute, c'est plus ou moins grave. La MEC vaut mieux pas qu'elle leak, hein, si on a un petit problème, mais elle ne peut pas quitter le HSM, elle est en interne. C'est dans du hardware, théoriquement, elle ne peut pas quitter. Mais si j'ai une clé qui leak, bah, admettons que j'ai une clé de data, une DEC qui leak, bah, ce que je fais, c'est que j'en régénère une nouvelle, je rechiffre mes données, mon périmètre est extrêmement restreint. Ça permet de séparer les périmètres. J'ai une cake, normalement les cakes elles leak pas, mais admettons que j'ai une cake qui leak, j'ai un périmètre beaucoup plus réduit, puisque du coup on a découpé ça sous forme d'arbre. Et quand on veut faire des rotations, parce que les clés, il faut faire des rotations de clés, hein. Si vous gardez votre clé à durée indéterminée, il faut considérer qu'elle est plus valable. Bah, du coup, vous avez un périmètre restreint à faire. C'est-à-dire que si vous voulez faire une rotation d'une cake, les seuls objets que vous avez à rechiffrer, c'est toutes les valeurs des decks, donc n fois 256 bits à déchiffrer, rechiffrer avec une nouvelle. C'est pas très compliqué. Si vous voulez faire une rotation d'une deck, par contre, c'est plus compliqué, mais vous pouvez le splitter, puisque là, il faut déchiffrer toutes les données et rechiffrer toutes les données avec la nouvelle clé. Donc ça, du coup, plusieurs clés de chiffrement, on a répondu. La hiérarchie des clés, bah, du coup, on a répondu aussi au sujet de la séparation des périmètres et des responsabilités. On peut faire le découpage fonctionnel et technique qu'on veut. On peut faire de la crypto-deletion. C'est simple et sécurisé, puisque du coup, je viens de le dire, on peut faire des rotations par périmètre, etc. Et surtout, ça scale facilement, parce que on voit bien, là, je peux avoir des millions ou des centaines de millions de decks qui reposent sur des milliers de cakes qui reposent sur une MEC. Et si je suis vraiment un énorme cloud provider, parce que par exemple les AWS, les Google Cloud, etc., ils ont vraiment, pour le coup, beaucoup de trucs. Bah, eux, en fait, les cakes, en fait, ils en font plusieurs étages, quoi. Ils en font 2 ou 3 étages. Et ça, c'est pas très grave. C'est-à-dire que comme c'est un arbre, on peut rajouter un étage dans l'arbre et garder le même principe. Donc, du coup, ça scale et bah voilà. Donc, du coup, on a normalement, quand on implémente ces principes, on est à l'état de l'art et on respecte tous les préceptes. Petit focus avant de passer sur le cloud, sur la génération d'aléas et le HSM. Sans aléas, il n'y a pas de crypto. Donc, du coup, parce que le chiffrement, bah, du coup, il serait prédictible. Donc, du coup, c'est obligatoire. Donc, c'est compliqué. Et les aléas, ça n'existe malheureusement pas dans le monde du software. Donc, on est obligé de taper sur du hardware et donc utiliser de l'analogique ou des choses comme ça parce qu'on ne peut pas faire avec du software. Et donc, c'est pour ça qu'il existe des HSM. Mais on peut aussi le faire avec d'autres composants que les HSM. Mais en tous les cas, on est obligé de reposer. Bon, un HSM, en fait, ça fait plein de fonctionnalités, mais de manière, si je le simplifie, pour le générateur d'aléas, c'est extrêmement simple. On a un générateur de bruit blanc. C'est comme si vous aviez un microphone qui écoute des ondes, là. Puis ça génère ça génère un bruit blanc. Ce bruit blanc, on le transforme en bits. Puis on a un deuxième module qui mesure l'aléa, donc ce qu'on appelle l'entropie d'un bloc. Et il dit, ah ouais, j'ai une entropie suffisante, bon, bah, c'est bon, c'est ma clé. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Bon, c'est compliqué à faire, mais dans la théorie, c'est pas très compliqué. Et dans le cloud, bah, du coup... C'est là où je vais reprendre le relais. Merci, Michael. J'espère que ça a été clair pour vous, en tout cas. Bien compris ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Je vais parler un petit peu de ce qu'on peut avoir dans le cloud en termes de services. Donc, il faut savoir que tous les cloud providers aujourd'hui proposent des services qui sont totalement managés, si je ne me trompe pas. Et à chaque fois qu'on va redescendre d'une couche, donc au niveau du BIOC, du HIOC, du CIOC, du CSE et de l'Ubiquitous Data Encryption, on va voir tout à l'heure, on va aller un cran plus loin dans la sécurité puisque on va de moins en moins faire confiance au cloud provider et de plus en plus confiance dans son propre côté. Alors,
la toute première chose, c'est que le chiffrement managé par les cloud providers, tous les cloud providers aujourd'hui proposent un KMS, donc un Key Management Service, qui peut être hardware, software, qui s'intègre avec toutes les API. Chez nous, chez Google Cloud, toutes nos API, on peut appeler directement le KMS, donc avec du Q, avec du Cloud SQL, avec ce que vous voulez. Et on gère absolument tout, c'est-à-dire on fait de la gestion des clés. Mickaël en a parlé. On a une MEC, plusieurs étages de cake, des dizaines de millions de decks. Et on est capable de faire des rotations de cake s'il y a une compromission de clés. Ce qui se passe aussi, c'est que nous, on gère un cluster de modules HSM. Donc on a chez nous, le cloud provider a des modules HSM managés logiciels, hardware, je vais y arriver. Et dedans, on a toutes les MEC. Et du coup, on peut s'amuser à faire tout ça. Et c'est pas à vous de le faire, c'est vraiment nous qui s'occupons de tout. Et globalement, comment ça fonctionne dans un KMS, on va créer ce qu'on appelle un keyring. Et dans ce keyring-là, on va créer plein de clés qui vont servir à chiffrer tous nos secrets. Généralement, globalement, c'est dans l'offre de base. Il n'y a pas à aller plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est quand on va aller un cran plus loin dans la sécurité, là, on va voir que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. On a le BIOC, donc le Brain Neuron Key, qui est un petit peu le niveau au-dessus, où là, c'est nous qui allons fournir au cloud provider la cake. Et donc cette cake-là, elle va être stockée par le CSP, donc le cloud provider, pardon, pour déchiffrer les decks, comme on a vu avec, dans le unwrap wrap de tout à l'heure. Donc c'est nous qui apportons notre propre cake. Donc on va généralement avoir une MEC qui est stockée autre part aussi chez nous, et le cloud provider ne peut pas jouer nos nodés. Si on lui retire la cake, il n'y a plus accès nodé. Ouais. Alors bon, j'ai tempéré un peu ça, je ne devrais pas vous le dire, mais je pense que personne ne va le sortir d'ici. Bon, ça c'est du marketing, hein, le BIOC, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ceux qui vous vendent du BIOC, ça sert absolument quasiment à rien. C'est-à-dire que la seule chose que vous allez faire, c'est que vu que vous avez donné la cake vous au cloud provider, vous vous assurez que cette clé-là, elle était générée avec un bon aléa. Bon, honnêtement, les cloud providers, ils ont des très bons générateurs d'aléas. Je ne devrais pas vous le dire parce que nous on en vend, mais honnêtement, ça c'est du marketing, quoi. C'est pour faire ça, oubliez, faites les autres. Soit garder le chiffrement managé par le cloud provider, soit regarder les étages du tout, mais ça, bon, enfin, voilà, quoi. Ça fera peut-être plaisir à votre ciseau, mais ça vaut pas grand-chose, quoi. Donc effectivement, on va monter aussi un cran plus haut. On va avoir un Hold Your Own Key. Et là, le principe, c'est on a notre propre KMS chez nous. Le client a son propre KMS chez lui et son propre HSM. Et les cakes résident dans le KMS du client et non pas chez le cloud provider. Et pour chaque opération, le cloud provider va faire appel au KMS du client, unwrapper la clé, récupérer la deck, déchiffrer, chiffrer les données. Le problème, c'est que votre KMS et par extension votre HSM doivent être haute dispo, parce qu'une indispo du KMS, ça veut dire impossibilité de déchiffrer les données, et donc du coup, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas continuer à faire du compute. Ça permet un certain contrôle sur l'accès aux données par le cloud provider. Et encore une fois, si vous avez bien eu le schéma en tête de Mickaël tout à l'heure, à chaque fois qu'on va devoir avoir une deck, on va faire un unwrap de la cake qui est chez nous. Effectivement, il y a plein d'appels au niveau du cloud provider, au niveau du client. Bon, ça sert à quelque chose pour le coup. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'en gros, vous prenez le KMS et au lieu de l'avoir chez le cloud provider, vous l'avez chez vous. Ça ne résout pas tous les problèmes parce que est-ce que vous êtes sûr que le cloud provider utilise bien votre clé, qu'il ne va pas la cacher, ça pose encore plein de questions, mais en tous les cas, ça sert à quelque chose puisque du coup, vous avez les clés. Un jour, vous vous fâchez avec votre cloud provider, vous avez coupé l'accès, c'est terminé, hein, en théorie. Ensuite, on va monter un cran plus haut aussi. Ça, tu vas faire le même pitch. On va avoir le control your own key, où là, on va littéralement uploader les données et la deck chiffrée directement dans le cloud provider. Et c'est le cloud provider dans le compute qui va se charger de déchiffrer les données. Et même principe, on a appel au niveau du KMS, donc là au dispo. Si le KMS n'est pas disponible, on a une indisponibilité du compute. Et c'est comme du All Your Own Key, mais avec les decks qu'on manage directement. C'est un petit peu du marketing plus. C'est comme l'étape d'avant, sauf qu'en fait, ce que vous faites, c'est que vous gérez votre deck chez vous, vous la chiffrez avec une cake qui est chez vous dans le KMS, et puis vous uploadez ça à votre cloud provider et il l'utilise. Franchement, c'est un détail d'implémentation du truc d'avant, quoi. Voilà. Le souci, on va le voir, pas sur le slide d'après, mais juste après, c'est que ici,
Dans le Google Compute Engine, là, chez nous, notre clé est en clair, nos données sont en clair, et potentiellement, s'il y a compromission du data center, il y a compromission des données, et potentiellement, on n'est pas sécurisé. Donc, on va essayer d'aller un cran plus loin. Juste avant de présenter le cran plus loin, on va faire ce qu'on appelle du client-side encryption, où là, avant d'uploader les données au niveau du cloud provider, on va les chiffrer chez nous, chez le client. On va les uploader au niveau du cloud provider. Et typiquement, vous pouvez penser à vous faites des backups de bases de données, vous faites des backups de VM que vous stockez sur un GCS, un Cloud Storage, un bucket. Et ces données sont chiffrées côté client. Ça veut dire que le cloud provider n'a ni accès à la donnée déchiffrée, ni accès à la clé. Il a juste accès à un binaire qui est chiffré. Et normalement, il ne peut pas en faire quelque chose. Donc ça, c'est cool. Bon, c'est juste qu'on ne peut pas en faire grand-chose, mais sinon, c'est cool. En gros, vous chiffrez, ça veut dire vous chiffrez chez vous, puis vous prenez ce truc qui est chiffré, puis vous le stockez chez un cloud provider. Bon, c'est cool, quoi. C'est bien pour une backup. Maintenant, vous ne processerez pas de données, vous ne ferez rien avec ça. Il y a des trucs maintenant qui commencent à implémenter, Google Workspace, Office 365. Vous pouvez chiffrer les données au sein de votre navigateur et elles sont stockées quand chiffrées chez le cloud provider. Mais alors, du coup, vous ne pouvez plus rechercher dans vos mails, vous n'avez pas la liste de l'annuaire. Enfin, bon, en gros, après, vous retombez à Outlook 97, quoi. Donc, alors, ce qui est intéressant aussi, et je crois que Michael, tu as été voir un talk juste avant, c'est qu'il y a en ce moment énormément d'attaques qui consistent à récupérer les données chiffrées. Je parlais de la GDPR tout à l'heure. Récupérer les données chiffrées et attendre 2, 3, 4, 5 ans, là où on aura assez de compute pour pouvoir déchiffrer, brute forcer le chiffrement des données. Et on rentre dans une ère d'algorithmie post-crypto computing. Pardon, rien à voir. ouais. Quantum computing. Alors attention, juste pour pondérer ce que tu viens de dire, chiffrement symétrique, la partie quantum computing, on s'en tape. En gros, si on prend l'algorithme de Shor, ça va péter, ou les équivalents, ça va péter ce qui est crypto-asymétrique. Alors souvent, la crypto-asymétrique est utilisée pour échanger des données les symétriques, donc là, du coup, ça, c'est le problème. Mais sinon, pour la crypto-symétrique, peut-être qu'un jour, il y aura un algo, mais pour l'instant, il n'y en a pas, quoi. Donc, du coup... Par contre, la durée de vie, tu as raison, c'est-à-dire que si, admettons qu'aujourd'hui vous construisez des centrales nucléaires, que votre donnée elle a une valeur pendant 50 ans, qui peut prédire quel algorithme sera pété dans 50 ans? C'est bien malin celui qui peut le prédire. Et donc du coup, il faut aussi réfléchir à la durée de vie de vos données, quoi. Si c'est un contrat commercial qui a une durée de vie de 2 ans, et vous savez que dans 2 ans, ça n'a plus de valeur, les algorithmes d'aujourd'hui ne seront pas pétés dans 2 ans, hein, on ne va pas se mentir. Donc du coup, c'est peu probable. Donc, mais maintenant, si vous avez des trucs qui doivent avoir une durée de vie de 50 ans au niveau de la protection, il faut qu'on accélère, parce que 2 minutes 17. Là. Oui. De toute façon, on a bientôt fini. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous parlais de, ici, au niveau des nodes GCE, chez nous, on avait la donnée qui était déchiffrée, donc qui était en clair, et potentiellement, on pouvait avoir des attaques. Il y a un nouveau truc qui vient d'arriver il y a 2-3 ans, c'est assez récent quand même, qui s'appelle l'Ubiquitous Data Encryption, et qui vient avec, chez nous, qu'on appelle des confidential VM, ou du confidential computing, qui est basé sur les AMD SEV ou Intel TDX maintenant. ou AMD ou ARM-TE. Voilà, exactement. Et le principe, c'est que même in flight, donc in use, la mémoire est chiffrée et on est incapable de voir ce qu'il y a à l'intérieur de la VM, ce qu'il y a à l'intérieur du bucket, par exemple GCS. Et à chaque fois qu'on veut déchiffrer la mémoire, on fait appel à l'external key manager, on unwrap, pour accélérer les temps de traitement. Une fois qu'elle est unwrappée, elle est stockée dans la confidential VM. Ça, c'est absolument génial. Ouais. Ça, c'est pas trop connu, mais ça, pour le coup, c'est génial. En fait, en gros, parce que là, on n'a pas beaucoup de temps, mais pour vous expliquer très simplement, imaginez qu'à l'intérieur de votre processeur, vous ayez un coprocesseur cryptographique, que vos données en RAM, elles sont chiffrées et qu'elles sont déchiffrées au sein du processeur au moment du calcul, et qu'en plus, vous pouvez créer une enclave au sein de ce CPU, ce qu'on appelle une enclave, qui fait que même le mec qui est administrateur de la machine, il ne peut pas rentrer dedans parce que c'est protégé niveau hardware. Et ben c'est ça. Et donc du coup, vous pouvez tourner des workloads dans le cloud provider. Le cloud provider, il n'a aucun moyen technique de pouvoir remonter dedans. Et vous pouvez, comme ça, une fois que vous avez une preuve d'enclave, aller chercher votre cake chez vous, dans votre KMS à vous, déchiffrer vos données et elles restent chiffrées en mémoire, y compris point de vue du cloud provider. Je comprends qu'en 30 secondes, c'est un peu compliqué. Ça s'appelle le confidential compute. Trouver de la ressource dessus. Mais ça c'est vraiment, c'est récent. Ça, c'est la classe, quoi. C'est ça. On va aller un cran plus loin, c'est qu'on va rajouter une couche
Ouais, ça, je pense qu'on va squeezer si on n'aura pas, pas le temps, parce qu'on a 14 secondes. En gros, c'est la même chose, et c'est juste que ça permet, en plus de s'assurer qu'on n'est pas dans un faux processeur, parce qu'on a une signature qui a été signée par Intel au moment où il a fondé le processeur. Donc on vérifie le processeur sur lequel on s'exécute pour s'assurer qu'on n'est pas sur un émulateur ou un faux processeur, et on le fait avec 2 éléments séparés, mais je pense que sinon on va... Il est tout rouge, au secours. Au secours, on va se faire virer de la salle. Non, ça va, il y a le break, donc on peut déborder un petit peu. Et dans la vraie vie, donc le chiffrement de base, malheureusement, tous les CSP ne chiffrent pas ni At-Rest ni Intransit. S'il vous plaît, insistez auprès de vos CSP si vous en avez qui ne chiffrent pas. Ils se doivent de le faire. Cassez-leur les pieds, faites quelque chose, menacez de partir, mais il faut absolument qu'ils chiffrent. Il n'y a pas d'autre alternative. Yes. Et tous ceux qui vous disent qu'il y a une autre alternative, c'est des menteurs. Ensuite, ça commence à être exigé par de plus en plus de normes et de qualifications. Donc, si vous êtes dans le milieu bancaire, PCI DSS, si vous cherchez du Secnum Cloud, du machin, maintenant, ils commencent à en demander partout. C'est des exigences, et c'est bien. Et la plupart des CSP qui fournissent un chiffrement le font bien, mais pas tous. Et comme je pense que maintenant, vous avez les bases, vous allez pouvoir leur demander ah, mais attends, chiffrement, les decks, les cakes, c'est quoi ton KMS, ta hiérarchie de clés. Voilà. Et bon, bah voilà, après on a refait un petit résumé. Je pense que du coup, c'est juste si vous avez des questions. Oui, on va s'arrêter là. Et surtout, on dit chiffre. Ah ouais, et puis en finale, on dit chiffré, s'il vous plaît. C'est pas crypté. Voilà, juste pour finir, effectivement, chiffré, c'est vraiment pas quelque chose de facultatif, il faut vraiment le faire. Donc, comme a dit Mickaël, cassez les pieds de vos CSP. Je sais pas si on a le temps de faire une question ou deux, ou on est vraiment... Une question, qui se lance. S'il n'y a pas de questions, bah c'est parfait. Merci. Merci.